Radio Vissou. Votre web radio locale. Chers auditeurs, bonjour. C'est Jennifer et je suis ravie de vous retrouver pour l'émission Vivre et réfléchir, co-animée avec Gina. Nous sommes accompagnés à la réalisation de Yves et Erwan qui vient de rejoindre l'équipe. Cette émission est centrée sur une réflexion autour d'une thématique et aujourd'hui, Gina et moi, nous vous proposons de réfléchir sur les limites du langage. Bonjour tout le monde. Bonjour Gina. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Oui, t'es prête à parler de ce thème ? Mais plus que prête. Si vous souhaitez suivre nos émissions, Gina et moi, nous vous proposons de rejoindre la chaîne WhatsApp que nous avons créée. L'intérêt de cette chaîne est que vous aurez accès à tous les replays des émissions si vous ne les avez pas écoutées en podcast sur Radio Vissou. Et pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur le site www.vivre-et-réfléchir.fr. Donc le site internet sera accessible dans la description du podcast et dans la vidéo YouTube. Et sur le site, vous avez un lien pour rejoindre la chaîne. Puis, une fois sur notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur « Suivre la chaîne ». Alors, c'est important cette étape parce que si on ne clique pas sur « Suivre la chaîne », cela signifie qu'on ne verra pas les émissions qui Exactement. arriveront. Ensuite, n'oubliez pas d'activer non plus la cloche en haut à droite. C'est tout simplement pour vous avertir qu'il y a des émissions, parce que si vous ne l'activez pas, vous ne trouverez pas forcément les notifications. Voilà. Surtout qu'on n'est pas dans l'onglet discussion, on est dans l'onglet actu, donc il y a un onglet un peu plus caché. Il faut savoir aussi que vos numéros de téléphone sont cachés. C'est pour ça qu'on a choisi la chaîne et qu'on n'a pas choisi un groupe de discussion. On a préféré privilégier ce concept. Donc ça reste un mode de diffusion. Donc aujourd'hui, nous allons discuter sur les limites du langage. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le texte extrait du livre Conversation avec Dieu, rien que ça, de Neale Donald Walsch. Donc c'est le tome 1, chapitre Un dialogue hors du commun. Finalement, lorsque les sentiments, les pensées et l'expérience échouent, je recours aux paroles. En vérité, ces dernières sont l'outil de communication le moins efficace, car elles sont le plus souvent ouvertes aux interprétations et mal comprises. Pourquoi donc ? En raison de leur nature même. Les paroles ne sont que des émissions de sons, des bruits qui représentent les sentiments, les pensées et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes, des insignes. Elles ne sont pas la vérité, elles ne sont pas ce qu'elles représentent. Les paroles peuvent t'aider à comprendre quelque chose, l'expérience te permet de connaître. Cependant, il y a des choses dont tu ne peux faire l'expérience. Je t'ai donc donné d'autres outils de connaissance. On les appelle les sentiments et les pensées. Ton expérience et tes sentiments à propos de quelque chose représentent ce que tu sais de manière actuelle et intuitive. Les paroles ne peuvent servir qu'à symboliser ce que tu sais, elles peuvent même souvent embrouiller ce que tu sais. Donc dans cet extrait, nous allons parler de communication. C'est intéressant. Donc pas forcément de communication non violente, mais juste l'aspect de se faire comprendre à travers des mots entre deux personnes. C'est déjà quand même pas mal. Oui, déjà, oui. Tu as remarqué quand même, Gina, la hiérarchie des modes de compréhension dans ce texte ? Oui. Il y a une hiérarchie, oui. Ça va être hyper intéressant de le développer d'ailleurs. Oui, donc d'un côté, il y a les paroles qui sont la symbolique et qui sont fragiles. Donc c'est ça qui va être intéressant. Exact. Ensuite, on a les pensées et les sentiments, qui est une hiérarchie intermédiaire. Et après, il y a les expériences qui est un mode de compréhension directe et fondatrice. Exact. Donc, nous allons commencer par la première phrase. Alors, la première phrase. En vérité, ces dernières, donc les paroles, sont l'outil de communication le moins efficace car elles sont le plus souvent ouvertes aux interprétations et mal comprises. Alors, avant de commencer à creuser cette phrase, j'aimerais quand même surligner l'importance de la communication. Ceux qui rentrent dans une école de communication, c'est 5 ans. Et ça paraît pas, mais oui, c'est pas énorme. Si simple. C'est pas aussi simple que ça. On croirait que la communication, elle est facile parce que depuis bébé, en fait, c'est la première chose qu'on a. On communique avec les gestes, mais on communique avec les paroles. Donc, les paroles, elles arrivent vite. Donc, on pense que c'est complètement inné, mais pas du tout. Non, du tout. Choisir les bons mots, c'est pas inné. Et ce qui est fou, en fait, on n'apprend pas à communiquer dans les lycées, les collèges et tout ça. C'est quand même marrant que dans le milieu éducatif, on n'ait pas du tout ce genre de choses. Non, mais il y aurait plein de choses à revoir, mais bon.
Ah ouais, ça, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que cette histoire où les paroles sont soumises à interprétation ? Alors ça, ouais, ça va être un gros sujet, ça. Donc, les paroles passent par le prisme de celui qui parle. C'est-à-dire que moi, quand je parle, ça passe par mon prisme personnel à moi. Exact. Elles sont reçues à travers le filtre de celui qui écoute. Donc toi, Gina, tu m'écoutes. Mm-hmm. Eh ben, tu reçois une information, mais tu l'interprètes par rapport à ton filtre, comme une autre personne l'interprète par rapport à son filtre. Exactement, par rapport à ce vécu, tout ça. Les ressentis. Donc c'est les ressentis, exactement, c'est exactement le terme. Donc on va prendre une phrase prononcée complètement anodine. Fais comme tu veux. Tout dépend. Là justement, tout dépend l'intonation qu'on va mettre. Il y a aussi l'intonation. Fais comme tu veux. Alors la personne qui parle peut dire. Ou on ne sait pas en fait ce qu'elle veut dire. Finalement, on ne sait pas, parce qu'elle veut dire plusieurs choses. Oui, elle dit « je te laisse décider, je te fais confiance ». Elle peut dire ça. Voilà. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Allez, je te fais confiance, je te laisse décider, tout va bien. Dans son intention, c'est une marque de liberté, voire même de respect. Donc c'est cool, c'est cool. Sauf que l'auditeur peut entendre autre chose. C'est ça, tout dépend dans quel état on va se trouver. C'est ça, exactement. J'en parlerai tout à l'heure de ces états. Il peut très bien entendre « je m'en fiche ». Oui. Et paf, et du coup... Allez, tu te débrouilles tout seul. Tu te débrouilles. Exactement. Et si tu te trompes, ça sera de ta faute. Il peut aussi entendre ça. En fait, il peut tout entendre. On ne sait pas ce qu'il entend, la personne. Comme tu dis, ça dépend de l'état de la personne, de son état émotionnel, peut-être du moment, tout simplement aussi, de comment il est. Oui, c'est ça, les états. Ouais. Alors, tout ça, en fait, on le connaît déjà. Je vais prendre l'exemple de les dépositions de la police. Alors, la police savent très bien ce qu'ils font. Ils le savent. Hein. Ouais. En gros, dès qu'il y a un accident de voiture ou qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils isolent les gens, les témoins. Bien sûr. Et ils écoutent les versions des faits à droite et à gauche parce que même si on voit la même scène, on interprétera forcément la scène et on ne verra pas les mêmes choses, les mêmes détails ou on n'aura pas la même perception. Exactement. Donc, au niveau de la police, on le sait très très bien. Il y a aussi le fameux téléphone arabe. Alors ça, c'est magnifique. Ah ça c'est génial. J'adore. Donc, je dis quelque chose. Toi, tu l'entends, Gina. Bah oui. Toi, tu vas répéter à quelqu'un qui va l'entendre par son prisme, qui va le répéter à une autre personne et ça va revenir vers moi. Et ça va pas du tout être la même chose. Et pas du tout. Mais en général, c'est toujours à partir de à peu près la troisième personne. C'est ça. C'est très rapide. C'est-à-dire que je dis quelque chose, je te dis quelque chose. Toi, tu vas peut-être utiliser un mot différent. D'autres mots. Ou en tout cas... par rapport à ce que moi, je pense. Oui, exactement. Et donc, automatiquement, à partir de là, allez, hop, c'est fini à partir de la troisième, quatrième, cinquième personne. Voilà. Donc, il faut toujours faire attention quand quelqu'un vient vers moi et me dit on m'a dit que on t'a dit que attends, et le on m'a dit qui reprenons les faits. Il y a déjà combien de personnes dans le on? C'est ça, exactement. Il y a combien de grades et puis qu'est-ce qu'on t'a dit? On en est où? Voilà ce que j'allais dire, on en est où? Tu veux dire quoi, toi, sur cet exemple? On a plein de choses à dire là-dessus. Hein. Franchement, oui. Alors, il y a plein de choses à dire. C'est pour ça que je vais essayer de condenser. Mais je trouve que cette idée, en tout cas, par rapport à la phrase, est très juste. Les mots ne sont jamais exactement donc la réalité qu'ils représentent, comme c'est cité. Ils peuvent aider, bien sûr, à comprendre, mais ils ne remplacent pas l'expérience ou le ressenti. C'est ce qu'on disait. Donc, un mot, il peut sembler clair, mais le ton, l'émotion et l'état intérieur de la personne qui parle vont transformer complètement le sens. Par exemple, moi, si je te dis, je prends le terme bravo. Donc, si je le dis avec un ton chaleureux, bravo Jennifer, ton émission, c'est une réussite, c'est sensationnel. Effectivement, là, je te félicite, je te complimente, tu vois. Mais si, par exemple, je vais dire... bravo Jennifer. Là, en fait, on est plutôt dans le reproche. Donc, ça me fait penser au film comme Quantum. Tu sais, quand il se réincarne dans une autre personnage, il dit bravo. Ah oui, c'est vrai, mais oui, en plus, j'ai vu ça les années 90. Ouais. Donc c'est ça, ça me rajeunit pas, bref. En tout cas, cela peut donner... cela peut être encore plus profond si on prend en compte donc, notre système nerveux autonome. Et alors là, il y a une théorie qui s'appelle la théorie polyvagale. Et alors, donc, je vais l'expliquer. C'est tout simplement... donc cette théorie, elle explique que notre système nerveux analyse en permanence si nous sommes en danger ou en sécurité. Selon l'état dans lequel on est, donc si on est calme,
calme, stressé, ou si on est plutôt dans un état de repli, eh bien notre corps, nos émotions et même notre façon de parler vont changer. Mais automatiquement. Donc, on peut être, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs états. On peut être dans un état, ce qu'on appelle ventral. Donc là, on est plutôt dans la sécurité, donc l'ouverture à l'autre. Mais on peut être dans un état sympathique. Donc là, c'est le système nerveux qui prend le relais. Donc, on est dans un état de stress. Ou alors, on va être dans un état dorsal, qui est donc un état de retrait, justement, de repli, de fermeture. Et donc, l'état dans lequel nous sommes, eh bien, comme je le disais, notre voix, notre façon d'écouter, notre ton vont changer et parfois même sans qu'on ne s'en rende compte. Et donc, c'est ainsi que nous entendons donc une phrase qui peut être très différente selon notre état émotionnel du moment et pas seulement donc par rapport aux mots eux-mêmes. Voilà. Donc, et puis, alors, il y a aussi quelque chose de très important, l'intelligence émotionnelle. Oui. Voilà, l'intelligence émotionnelle, on n'a pas tout, enfin tout le monde n'a pas la même capacité justement à percevoir les émotions des autres et puis surtout à les décoder, parce que c'est pas si simple que ça. On peut parler pendant des heures par exemple avec quelqu'un et si cette personne n'a pas développé son intelligence émotionnelle, clairement la discussion risque de ne jamais vraiment aboutir et elle va se focaliser uniquement sur les mots et non sur le message réel. Donc vraiment pour communiquer, il faut vraiment prendre en compte vraiment le ton, l'émotion, l'état du corps, enfin voilà, tout ce que je viens de citer précédemment, c'est vraiment cette capacité à percevoir l'autre. Et c'est pour cela que justement, on disait la communication, oui, elle est complexe et il faut souvent plus que des mots pour se faire comprendre. Oui. Donc, est-ce que je peux donner un exemple? Est-ce qu'on a le temps? Ouais. Alors, moi, j'adore cet exemple, en fait, que je trouve extrêmement intéressant et qui montre bien que la communication, justement, ne repose pas seulement sur les mots. C'est celui de Dian Fossey. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler. Avec très les gorilles. Exactement. C'est une célèbre scientifique qui a vraiment consacré sa vie donc, aux gorilles de montagne, donc qui les a étudiés et surtout qui les a protégés. Et malheureusement, elle en est décédée. Eh bien, quand elle a commencé, en fait, à les observer, elle pouvait évidemment pas utiliser le langage humain, c'était pas possible pour communiquer avec eux. Et pourtant, elle a vraiment réussi à se faire accepter donc par les gorilles en utilisant donc la gestuelle, le mimétisme, parce que du coup, elle imitait leur comportement et puis son observation. Donc voilà, elle avait elle adoptait une posture, elle évitait le contact visuel aussi direct lorsque c'était perçu comme une menace et elle reproduisait certains de leurs sons. Et progressivement, les gorilles, ont compris qu'elles ne présentaient aucun danger et une forme de communication s'est créée justement, et c'est ça qui est beau, sans mots. Oui, sans mots. Oui, voilà. Oui. Il y a un beau film qui a été tourné là-dessus avec Sigourney Weaver. Vraiment, exactement. Donc, c'est tout à fait ceux qui ne connaissent pas cette histoire, ils peuvent aller voir ce film. Oui. Il faut y aller. Donc, je dirais le premier acte de réflexion que l'on vous propose est de comprendre que lors d'un conflit, les paroles sont souvent mal comprises et donc mal répondues. C'est peut-être même la source peut-être principale des conflits. Exactement. Mais oui, c'est souvent des quiproquos. C'est des quiproquos, mais souvent, je dirais même tout le temps. Mais oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je déteste, alors, je ne vais pas dire régler mes comptes, mais en tout cas, échanger sur des sujets sérieux par SMS. Alors, l'écrit est pire que l'oral. Mais oui, alors là, c'est encore autre chose. Moi, c'est ce que je faisais que de l'écrit et j'ai remarqué que c'était souvent mal interprété. Donc maintenant, je passe à l'oral directement pour essayer de comprendre. Exactement. Pourquoi cette limitation de langage ? Eh bien, alors on va reprendre la phrase « En raison de leur nature même, les paroles ne sont que des émissions de sons, des bruits qui représentent les sentiments, les pensées et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes, des insignes. Elles ne sont pas la vérité. Elles ne sont pas ce qu'elles représentent. Elles, donc les paroles, ne sont pas la vérité. » En allant plus loin, donc que représente le langage, les paroles, donc tu l'as très bien dit juste avant, ça représente les sentiments, les pensées et l'expérience des gens. Tu l'as vraiment très très bien imagé juste avant. J'ai pas grand chose à dire dessus. Juste pour nommer un exemple comme ça, on prendra une personne qui aura peur de l'eau. Donc, c'est une expérience malencontreuse avec l'eau. Tout le monde n'a pas cette expérience. Et
quand il y a plusieurs personnes autour d'une piscine, puis qu'il y en a une qui a peur de l'eau, pour peu qu'il y en ait un qui veut faire une petite blague sympa pour mettre à l'eau les gens, et voilà, et qu'il y en a une qui a peur de l'eau, je vous imagine même pas le problème. Hein. Bah oui, le trauma ressort, quoi, clairement. Voilà. Maintenant, pour elle, c'est compliqué de dire à l'autre qu'elle a peur de l'eau, parce que comment on peut ressentir son sentiment, sachant que nous, on n'a pas l'expérience de ça. On l'a pas vécu, non, donc c'est compliqué. On peut pas comprendre. Je tiens juste à dire que dans le texte, le terme vérité a un V majuscule, oui, et pas un V minuscule. Ça change vraiment le sens du mot. Tu vois, le langage passe aussi par une casse. Bien sûr. Le V majuscule ou le V minuscule. C'est hyper intéressant. Et puis, on a une langue française qui est quand même assez riche. Donc, oui. Donc voilà, hein, ça passe aussi par là, bien sûr. Donc, tu veux dire quoi sur cette phrase ? Effectivement moi je trouve que l'idée, bien sûr, elle devient très claire quand on parle d'expérience personnelle. Enfin voilà, c'est l'expérience. Chacun va construire en quelque sorte sa propre vérité à partir de ce qu'il a vécu. Là, je pense qu'il construit de toute façon sa propre vérité, pas en quelque sorte, mais qu'il construit réellement. Oui, non, mais parce qu'on a un prisme en fait. Tout le monde a son prisme. C'est juste, c'est tout à fait juste. Et encore une fois, c'est vrai que mon activité de naturopathe, enfin, je rencontre tellement énormément de personnes, enfin, et d'expériences. Et par exemple, je vais prendre cette petite expérience toute simple, voilà, de personnes qui vont avoir des réactions très différentes par rapport à un aliment. Le même aliment, je parle. Donc là, je vais prendre le lait. Donc, je vais certaines personnes qui vont me dire que le lait leur fait beaucoup de bien, qu'elles en boivent depuis toujours, qu'elles n'ont aucun problème. Et donc, pour elles, leur vérité, donc à elles, c'est que le lait, c'est un aliment tout simplement qui est sain et qui est agréable. Qui est bon, qui nourrit le corps et puis que c'est génial. Voilà, exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la vérité subjective. Voilà. Mais on a d'autres personnes différemment qui vont dire complètement donc l'inverse. Là, elles vont avoir des douleurs digestives, des ballonnements, des intolérances quand elles en consomment. Et donc, leur expérience, elle montre bien là que le lait n'est pas bon pour elles. Donc, déjà, chacun va parler à partir donc, de sa propre expérience, ce qui va créer des vérités quand même très différentes. Et c'est pour cela aussi que je trouve intéressant de se tourner, encore une fois, comme on en parlait sur la précédente émission, vers des études scientifiques, voilà, des recherches académiques. Parce qu'en comparant les résultats aussi des nombreuses études, on peut essayer de dépasser donc, des expériences individuelles pour se rapprocher d'une forme de vérité donc, universelle, plus universelle, on va dire. Alors, ce que je suis en train de dire là, ça ne veut pas dire que, justement, il faut écouter la vérité qui est plus universelle. La vérité V majuscule ? Exactement. Exactement, voilà, la vérité V majuscule qu'on dit donc plus universelle. Non, parce que là, dans le cadre de mes fonctions, personnellement, moi, je vais m'intéresser plutôt à la personne, son vécu, son expérience. Donc, je vais plutôt... là, c'est une vérité qui est subjective. Donc, du coup, mais V majuscule. Voilà, exactement, mais qui va être beaucoup plus intéressante, en tout cas pour moi, et surtout pour mieux accompagner, pour mieux conseiller. Là, même si j'ai une analyse académique qui me dit, ou scientifique, non, le lait, c'est très bon. Oui, ok, dans sa fonction peut-être, mais n'empêche qu'en attendant, peut-être que la personne que j'ai en face de moi ne le supporte pas, est intolérante au lactose, et donc de ce fait, je ne vais pas lui conseiller des produits laitiers. Ça paraît évident. Donc voilà. Donc il faut faire attention de pas se tricoter des vérités. Moi j'adore ce terme. Ouais, tu dis souvent et j'adore. Je le dis souvent parce qu'on se tricote. Nous sommes des tricoteurs. Allez, dans le deuxième axe de réflexion que l'on vous propose est de comprendre que votre vérité, petit V minuscule, n'est pas forcément la vérité avec un V majuscule. Votre vérité est juste une vérité propre à votre expérience et à vos ressentis. On va passer au troisième thème qui est l'expérience te permet de connaître. De connaître, tout à fait. Ah, je vais rendre hommage à ma mère, tiens, sur ça. Ah, j'adore quand tu nous donnes des exemples. Alors, ce ne sera pas un exemple sur elle, mais elle me dit tout le temps, à partir du moment où on n'est pas passé par une situation, on ne peut pas savoir. Mais elle me le dit, si tu savais le nombre de fois elle me le dit, mais elle a raison. Ben oui, c'est vrai. Je t'embrasse, maman. Allez, je vais prendre l'exemple Moi aussi, je vous embrasse, madame. Je vais prendre l'exemple de... Alors, la sensation de pauvreté. Alors, c'est quelque chose d'assez subjectif, cette histoire. Alors, la vérité, V majuscule, V minuscule, on y est. Donc, j'ai une amie, un jour, qui s'est plainte qu'elle gagnait 3 800 € par mois.
Bon voilà, tout le monde est assis, tout le monde va bien. Moi, je pense qu'elle devrait faire une expérience. Et toi, l'expérience, tu y es dedans. Moi aussi, j'y suis en plein dedans. Où parfois, on travaille en tant qu'indépendant comme des acharnés. Et on fait du chiffre d'affaires, mais il y a énormément de charges qui sont derrière. Et parfois, on arrive à 0 € par mois. Ouais, non, mais c'est vrai. Et ça, c'est courant. Moi, je suis en perte depuis 2 ans et demi. Voilà, c'est génial. C'est dit. Je suis super contente. Donc, c'est vrai que quand j'entends des plaintes de ce genre de cas, ça me fait mal. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une croyance. Il y a une croyance qui fait que 3 800 € pour elle, c'est pas suffisant. Alors, peut-être par rapport aussi à ses diplômes. Moi, je ne sais pas du tout quel est son ressenti. Tu vois, son prisme, moi, je le connais pas parce que c'est sa vérité. C'est ça, en fait. Après, on peut avoir des doutes en train de se dire, ah oui, mais en fait, est-ce que c'est bien ? Enfin, est-ce que c'est correct, 3 800 € ou pas ? Donc, commencer à avoir des doutes, à rentrer dans le prisme de l'émotion. Pour le peu qu'elle perde son travail, elle va faire une expérience. L'expérience, si elle se met en auto-entrepreneur, qu'elle essaye de monter une société, 3 800 €, c'était quand même pas mal. Exactement, c'est sûr que ça remet tout de suite un pied dans la réalité, ça c'est sûr. Mais après ça c'est beaucoup les biais cognitifs. Donc qu'est-ce que tu as à dire sur cette expérience ? Alors moi je vais parler de mon expérience personnelle à moi qui m'a beaucoup appris justement sur cette question parce que j'ai grandi entre 2 réalités qui étaient donc très différentes. Donc du côté de ma mère il y avait beaucoup d'argent et du côté de mon père en fait il n'y en avait pas beaucoup. Donc moi j'ai connu des Noëls très confortables, caviar, champagne. Les couverts en argent sur la table. Et puis, j'ai aussi connu des Noëls où il y avait simplement des boules en chocolat dans le sapin. Donc, là, on est vraiment, en fait, dans 2 matrices, mais complètement différentes. Et moi, c'est cette double expérience, finalement, qui m'a appris quelque chose de très précieux qui s'appelle l'adaptation. Voilà. Et tout le monde aujourd'hui, effectivement, quand on ne vit pas cette expérience, à moins que ce soit inné, mais n'a pas forcément cette capacité. Et donc, dans ma vie, j'ai déjà gagné 1 500, 2 000 €, mais j'ai aussi gagné 4 000 € par mois. Et puis, il m'est même arrivé de rien gagner du tout, comme toi. Donc, c'est d'ailleurs même actuellement le cas. Donc, à chaque fois, je me suis rendu compte, en fait, que finalement, tout devient relatif. Et notre manière de consommer, notre manière de vivre, notre manière de voir les choses, tout change selon la situation aussi. Donc je pense que cette capacité d'adaptation, finalement, elle vient de plusieurs choses. On l'avait déjà évoqué, mais l'intelligence émotionnelle, l'empathie, l'humilité et peut-être aussi des fois la curiosité d'aller regarder des mondes qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc moi finalement le fait d'avoir connu ces 2 polarités très différentes, ces 2 réalités, ça m'a donné une certaine forme de liberté, celle de pouvoir en fait m'adapter maintenant à presque toutes les situations. Et ça c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde. J'ai un autre exemple de mon expérience professionnelle passée où pareil, une dame était en train de dire donc à une conseillère Sephora, pour ne pas citer la marque, le magasin. En gros, donc une conseillère, faut savoir que c'est du 1 100 € brut par mois, sans les primes, bien évidemment. Et donc, elle était en train de faire une vente à une dame qui achetait une crème d'une certaine marque à 350 € le pot et qui était en train de lui dire mais c'est une catastrophe, vous savez, je viens de vendre la résidence secondaire. Donc, effectivement, là, il y a un gros décalage. C'est pas du tout la perception. Et encore une fois, dans l'état émotionnel dans lequel on se trouve, dans tout ce qu'on a évoqué précédemment, on va avoir des réactions qui sont complètement différentes, quoi. Oui, par rapport à notre vécu, par rapport aussi au confort qu'on a toujours eu. Ouais. Par exemple, cette dame a peut-être toujours eu un confort. Bien sûr. Aujourd'hui, on lui enlève un confort. C'est ça, elle n'a pas connu autre chose. Donc forcément, pour elle, c'est la fin du monde. Voilà. Maintenant, il faut se dire qu'elle vit une expérience. Et donc l'expérience va nourrir son prisme différemment. Elle va peut-être mieux comprendre aussi certaines choses qui sont autour d'elle. Exactement. Toute transformation, comme je dis, peut être parfois douloureuse, mais en tout cas, il n'en sort que des choses de positives. Donc ça... Donc je dirais le 3e axe de réflexion que l'on vous propose est de faire votre expérience. Bien sûr. Ne vivez pas par procuration, ne jugez pas, vivez les choses. Ça, c'est important. Exact.
On va passer maintenant au 4e thème qui sont les pensées et les sentiments. Je t'ai donc donné d'autres outils de connaissance. On les appelle les sentiments et les pensées. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est qu'il ne parle pas d'émotions, il parle des sentiments. C'est quelque chose d'un peu différent. Alors, juste pour remettre un petit peu les notions dans l'ordre, l'émotion, c'est une réaction immédiate et brève du corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien. Elles sont souvent automatiques et instinctives. Elles durent quelques secondes à quelques minutes. C'est très furtif. Et elles provoquent des réactions physiques. Ça, on sait, ça peut être le cœur. Enfin, il y a des gens qui ont des choses difficiles. Bien sûr, le cœur, voilà. Les palpitations. Voilà. Le sentiment, c'est autre chose. C'est un état affectif qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus complexe. Il est construit par le cerveau à partir des émotions. Donc, les émotions, c'est la source. Ça construit des sentiments. Il peut durer des heures, des jours, voire des années. Si on reprend la personne qui a peur de l'eau, ben, c'est un sentiment. C'est ça, en fait, qui s'est instauré dans son cerveau, en elle. Et puis bah, ça, il faut faire, des exercices pour essayer de... C'est beaucoup plus ancré. Donc, l'émotion va nourrir à chaque fois le même sentiment. Bien sûr. Donc, il nous dit bien que c'est un outil de connaissance. Un sentiment nous donne une perspective d'une expérience. Et bien oui, tu as peur de l'eau, bah oui, tu as fait une expérience traumatisante avec l'eau, donc tout se rejoint. C'est ça. Tout se rejoint. Les pensées nous permettent de réfléchir à l'expérience, parce qu'après, il faut décanter, il faut réfléchir. Ben oui, encore une fois. Vivre et réfléchir. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça qu'on est ici. Voilà. Pour réfléchir un petit peu à comment ça a été créé et comment le sentiment a été généré. D'où l'intérêt de ne pas vivre sa vie par procuration. Si on ne vit pas sa vie par procuration, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de sentiments. Du coup, les pensées sont erronées par rapport à quelque chose qu'on n'a pas vécu. Mais vraiment. Ça va rejoindre aussi un petit peu ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, où il y a des influenceurs qui disent des choses, puis tout le monde est content parce qu'ils voient des trucs sur les réseaux sociaux. Ils disent « Ah bah oui, c'est comme ça ». Ils n'ont pas vécu l'expérience et quand ils la vivent, « Ah oui, mais ça n'a rien à voir ». Oui. Soit ils la vivent, soit ils la vivent pas. Il y a des gens du coup qui vont être frustrés, d'autres qui du coup se sentent comblés, mais en fait ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Tu veux dire quoi toi là-dessus ? Par rapport aux actions, moi, si je devais parler plutôt des actions par rapport à ça, effectivement, comme tu l'as dit, on ne va pas vivre les choses, faut vivre les choses et non pas par procuration. Aujourd'hui, on est dans un monde, comme tu viens de le dire, où on peut vraiment observer énormément de choses à travers les autres, donc que ce soit par les réseaux sociaux, les influenceurs, tu as tout cité, mais ce n'est pas la même chose que de vivre sa propre expérience. Donc moi, mon action, c'est d'essayer de faire mes propres expériences. Ensuite, je prends le temps d'observer 2 choses. Les sentiments, les pensées, comme on vient donc de décortiquer, bien sûr. Et puis, les sentiments vont me dire ce que j'ai ressenti dans la situation. Donc, c'est est-ce que je me suis sentie alignée, heureuse, mal à l'aise, inquiète ? Tu vois, tout ça, c'est à prendre en compte. Et ensuite, c'est ces pensées qui vont me permettre de réfléchir à cette expérience. Donc, tu fais quand même une analyse. Il y a une analyse toujours, en fait, dans tout ce qu'on fait. Finalement, quand on veut vraiment faire du développement personnel, quand on veut vraiment changer des choses, il faut s'analyser. Exactement. Analyser comment on a ressenti, pourquoi on était comme ça, etc. Seul ou avec un professionnel de santé, peu importe. Mais voilà. Et là, ça va être pourquoi j'ai ressenti ça ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi ou pas du tout ? Et c'est comme ça que finalement, on construit sa propre connaissance personnelle. Parce que voilà, si quelqu'un me raconte une expérience extraordinaire, je sais que son sentiment sera peut-être pas forcément le même que le mien. Et parfois, quand on découvre finalement qu'il existe aussi d'autres chemins qui nous correspondent encore mieux, c'est quand même en fait un peu ça le but, quoi. Donc après, moi, j'ai un petit exemple d'exercice si on a le temps. Alors justement, j'aimerais reprendre une de tes phrases qui est importante. Oui. Est-ce que c'est bon pour moi ? C'est super important cette phrase. Oui, parce que ça peut être bon pour le voisin, mais on prend ton lait, l'histoire du lait. Exactement, il faut apprendre à se connaître. Voilà, Qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce que c'est bon pour nous, oui. Voilà. Je te laisse donner ton exemple. Alors oui, donc si on veut éviter de vivre sa vie donc par procuration, donc je vous propose un petit exercice qui est très simple et que vous pouvez faire dès cette semaine. Donc ça va être, pendant quelques jours, vous allez vous poser 3 questions, donc après une activité importante. Peu importe laquelle.
Choisissez. La première question, c'est est-ce que je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie ou parce que je l'ai vu chez quelqu'un d'autre ? Voilà. Déjà, bien différencier. Pourquoi je le fais ? Deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti pendant cette expérience ? Donc ça rejoint un peu ce que je disais. Est-ce que j'étais inquiète ? Est-ce que j'étais alignée ? Je me sentais à ma place ? Alors cette étape-là, on la fait généralement jamais et c'est bien dommage. Mais oui. Parce qu'elle me semble essentielle. Bien sûr, non mais complètement. Et puis la troisième question, ça va être qu'est-ce que j'en pense réellement ? Maintenant que je l'ai vécu, est-ce que je suis en accord ? Est-ce que j'ai appris quelque chose sur moi-même ? Bon, en tout cas, vous allez voir que vos sentiments et vos pensées deviennent de véritables outils de connaissance. Hein, ça, c'est certain. Et parfois, on découvre des choses assez surprenantes, assez importantes. Enfin, peut-être que certaines personnes autour de vous, certaines choses, les gens ne vont pas aimer, mais en tout cas, on voit ce qui nous correspond, ce qui nous correspond plus. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important il faut savoir se connaître dans le sens, moi aujourd'hui, je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Je sais ce que je veux. Et je sais surtout ce que je ne veux pas ou ne veux plus. Donc, encore une fois, on parle d'expérience, bien évidemment, mais c'est vraiment ce type de réflexion qui est importante et qui va vous parler. Et puis, bien sûr, après, si on souhaite aller plus loin dans l'analyse, bien sûr, il suffit de consulter quelqu'un, comme moi, je le fais aussi avec mes clients, bien évidemment. On fait juste attention à la notion d'expérience, parce qu'il y a expérience et expérience. Oui. On est d'accord ? Oui, il y a les bonnes et les mauvaises. Oui, les mauvaises, on sait à peu près ce que c'est, donc je dirais on évite. Parce que ça, c'est pas terrible quand même. On doit quand même avoir une petite émotion normalement. Un discernement. Un discernement, voilà. Le discernement. On discerne si c'est OK pour l'expérience ou pas. Oui, parce qu'on va pas se dire, tiens, je ferais peut-être l'expérience de sauter du 8e étage sans parachute. Oui, on sait jamais, parce que Batman le fait. Pourquoi moi je le ferais pas ? Exactement, mais non. On fait attention. Batman, on va le laisser là où il est. C'est un autre multiverse. C'est ça. Allez, le quatrième axe de réflexion que l'on vous propose est de comprendre que les sentiments et les pensées vous donnent d'autres moyens de décryptage de vos expériences. Pour terminer cette émission, nous vous proposons la lecture d'une histoire pour les enfants. Le titre, c'est Aurore et le mot qui disait faux. Dans le village où vivait Aurore, il y avait une petite école avec une cour pleine de gravier et un grand marronnier au milieu. Un matin d'automne, la maîtresse expliqua quelque chose à la classe avec beaucoup d'assurance. Notez sur vos cahiers, les feuilles mortes sont brunes. C'est ce qui arrive aux feuilles quand elles tombent, elles deviennent brunes et sèches. Les enfants hochèrent la tête et écrivirent la phrase dans leur cahier. Aurore aussi. Les mots étaient clairs, la phrase était simple. Elle semblait vraie. Pourtant, en rentrant chez elle ce jour-là, Aurore passa sous des arbres du chemin. Le vent soufflait doucement et des feuilles tombaient autour d'elle comme une petite pluie silencieuse, car l'automne était arrivé. Elle s'arrêta. Par terre, les feuilles n'étaient pas seulement brunes. Certaines étaient jaunes comme le soleil, d'autres rouges comme une pomme. Il y avait même qui étaient oranges. Aurore ramassa une feuille dans sa main. Elle la tourna entre ses doigts. La maîtresse a bien dit, les feuilles mortes sont brunes. Mais ce qu'elle voyait, ce qu'elle touchait, racontait autre chose. Aurore continua son chemin avec plusieurs feuilles dans les poches. Le soir, elle les étala sur la table. Elle les regarda longtemps. Alors, elle se mit à réfléchir. Peut-être que les mots ne disent pas toujours tout. Le mot brun essayait peut-être d'expliquer ce qui arrive aux feuilles, mais ce mot était trop petit pour toutes les couleurs qu'elle voyait. Aurore pensa à quelque chose d'autre. Les mots sont comme des étiquettes. On les pose sur les choses pour les nommer. Mais les choses, elles, sont souvent plus grandes que l'étiquette. Elle repensa à la phrase de la maîtresse. La phrase n'était pas complètement fausse. Beaucoup de feuilles devenaient brunes, c'est vrai. Mais son expérience lui montrait que la réalité était plus large que les mots. Aurore regarda encore les feuilles étalées devant elle. Elle comprit alors quelque chose d'important. Les mots servent à expliquer. Ils aident à partager des idées. Mais pour vraiment connaître quelque chose, il lui semblait que regarder, toucher et essayer par soi-même est peut-être la meilleure chose à faire. Penser et se demander si l'on voit correspond vraiment à ce que l'on a entendu. Aurore rangea les feuilles dans son petit carnet. Le lendemain, quand elle repassa sous les arbres, elle leva les yeux vers les branches qui bougeaient dans le vent.
Et elle se dit que le monde est parfois plus riche que les mots qui tentent de le décrire. Depuis ce jour-là, Aurore continua d'écouter ce que les gens disaient. Mais elle garda toujours avec elle 3 façons de comprendre les choses. Les mots, l'expérience et ses propres pensées. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons penser à cette notion de parole et d'expérience, de sentiment et de pensée. Alors, chers auditeurs, retenez ceci, on peut écouter, lire, observer, mais rien ne remplacera jamais le fait de vivre et réfléchir par soi-même. Vivre pour expérimenter, ressentir, s'émerveiller, réfléchir pour comprendre, apprendre et donner du sens à ce que l'on a vécu. C'est ce mélange unique qui transforme nos expériences en véritables connaissances. Alors continuez à vivre et réfléchir et faites de votre vie votre plus grand enseignement. Merci Gina d'avoir participé à cette émission. Merci Jennifer, c'était un plaisir. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site Radio Vissou en podcast et regarder le replay sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vivre et Réfléchir sur WhatsApp. À bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr